parce que sans lui, je ne referais pas revivre ce théâtre humanitaire. Stéphane, je voulais te remercier au nom de toutes les vies que nous allons sauver ensemble. Tu as un corps extrêmement généreux. Comment toi tu vis cette aventure qui vient de naître? Waouh. Alors, comment je la vis? En fait, je me dis que ce soir, je rejoins un petit peu Fatia sur le fait que, en fait, on fait passer des informations via les réseaux sociaux, puisque ça marche apparemment. Ça les réseaux sociaux, ça marche marche très bien. De vues. Il y a tout le temps des vues, etc., etc. Mais les gens, tu sais que je fais en moyenne sur la chaîne YouTube, et je vous remercie ceux qui me suivent, 20 000 vues jour. 20 000 jours. C'est énorme, c'est énorme. Et quand je m'aperçois qu'il y a des actions comme ce soir, où là, en fait, on s'aperçoit que sur des événements avec des inaugurations un petit peu à la bling bling, etc., c'est blindé de monde, on a tout le monde. Et c'est gratuit, c'est pour ça que les gens sont là. Oui, il y a encore, on sait pas. Oui. Et là, en fait, du coup, quand on se retrouve sur des événements comme ce soir, où là, il faut sauver des vies, et ben on s'aperçoit que, il y a moins de monde. Après, c'est la première. Là, c'est la première. Et je sais que sur la première partie, il y a eu un petit peu de monde. C'était plutôt satisfaisant. Après, je pense, avec les Miss, etc. Mais je pense que ça nécessite quand même beaucoup plus de monde. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est ta sensibilité. La sensibilité. Eh bien, justement, c'est que je me dis que le fait qu'un homme comme moi parte dans cette aventure en te suivant, d'accord, eh bien, ça va forcément être un maillon fort à un moment donné et amener du monde. Voilà, exactement. Il manque cette étincelle. Cette étincelle, elle va se faire. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, en fait, c'est-à-dire que là, on vient de lancer en fait une chose. Tu viens de dire, le théâtre humanitaire, c'est 2017. Oui, la naissance 2017. Là, on est, on va dire en 2020, d'accord, ça va être 3 ans, ok. Eh bien, je pense que là, ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment perdurer. Il y a quelques temps en arrière, en fait, il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus. On a vécu en fait une action citoyenne sur le Val-de-Saône où ça a regroupé en moins de 15 jours 250 personnes. 250 personnes qui étaient sensibles à 8 jeunes mineurs isolés qui vivaient dans un squat dans les Monts d'Or, enfin dans le Val-de-Saône, et ça c'était pas normal, et en fait ils se sont déplacés. Et je pense que voilà, avec cette première action, c'est une évidence pour moi, j'y crois vraiment, je croise les doigts, mais j'y crois, je suis persuadé qu'on va réussir à réunir énormément pour sauver des vies, énormément de monde. On peut applaudir Stéphane. Merci. Stéphane. Maintenant, je voudrais conclure avec encore plus d'émotion. Parce que là, on va parler de ceux qui meurent dans la rue. L'hiver commence. Il commence à faire froid même chez toi. Et je pense à tous ceux qui, au moment où je vous parle, en cette nuit qui commence, en cet hiver qui commence, à ceux qui sont là, à ceux qui, par manque de force, se retrouvent assis et ensuite se retrouvent de nuit couchés. Je pense à tous ces sans-abri qui, au moment où je vous parle, il doit être aux alentours de 22 heures, ceux qui dorment vraiment à la rue. Et là, je salue Thomas qui tient la caméra. Thomas chante dans la rue avec moi pour les sans-abri. On va avoir Roméo qui va chanter avec moi pour les sans-abri. Et il se trouve qu'il y a 2 ans maintenant exactement, on avait rencontré à la rue de Brest notre ami Jean-Claude. Jean-Claude qui était à la rue depuis 17 ans. C'était le 6 décembre, il y a 2 ans maintenant, dans la rue de Lyon. J'ai failli le rater. C'est une bénévole qui m'a dit, mais regarde, Jean-Marc, il y a un monsieur qui est assis devant la pharmacie de la rue de Brest. Oula, je vais le voir. Et je rencontre un cow-boy, il avait un chapeau de cow-boy, il avait toutes ses affaires, et en quelques mots, il me dit, mais je suis à la rue depuis 17 ans. 17 ans à la rue. C'était un tailleur de pierre. Un tailleur de pierre qui a perdu son boulot parce qu'il avait une maladie professionnelle qui l'empêchait de travailler. Il habitait Cherbourg et il m'a dit, tu sais Jean-Marc, si j'avais su le jour où j'ai rendu les clés à mon propriétaire, si j'avais su que j'allais faire 17 ans de rue, je n'aurais jamais rendu les clés. Il a fait 3 fois le tour de la France. Il était dans son squat, dans une maison abandonnée en Ardèche. Le 6 décembre, imaginez
Je lui explique ce qu'on fait avec mon équipe Donner la main dans le soi, qu'on fait des vidéos, qu'on lance des appels d'urgence et que nous, on a la solution. On va aller à l'Élysée et on veut voir le président Macron. On a un projet de loi pour porter les sans-abri à la campagne, repeupler les campagnes, créer du besoin. Il me dit, mais Jean-Marc, tu fais une vidéo là? Allez, on s'adresse à Macron. C'est lui qui a 17 ans à la rue, au lieu de parler de lui, on fait une vidéo le 6 décembre. Le 6 décembre 2017. Ça faisait depuis son élection que je sollicitais M. Macron. Imaginez l'ironie du sort que l'Élysée m'écrit le 6 décembre 2017, pour la première fois j'ai une réponse de la présidence de la République, qui me dit, alors, le président ne peut pas vous recevoir, mais Agnès Buzyn va se charger de votre dossier. Nous sommes fin 2019, Agnès Buzyn n'a jamais pris contact avec moi. Par contre, l'Élysée ensuite va reprendre contact avec moi. Et c'est ça que je partage l'émotion. C'est que Jean-Claude, le 8 décembre 2017, 2 jours après son appel, j'ai lancé un appel aux familles d'accueil. Devant les caméras de France Télévisions, on est à Saint-Chamond, et d'autres médias, notamment le Progrès, que je remercie, il a ses clés chez lui, dans cette famille d'accueil. Et il vient m'accompagner la semaine suivante et les jours suivants en maraude pour aider les autres sans-abri, pour leur dire, regardez ce qui m'arrive. J'étais en Père Noël et je serai de nouveau au mois de décembre en Père Noël, et il a vécu un conte de Noël, et le 1er janvier, il a ses clés de son appartement. Et on avait plein de beaux projets pour lui. Et puis le 1er mai 2018, il avait subi une opération du pied, il avait des problèmes de santé, et ça se comprend après 17 ans de rue. Et il va faire un arrêt cardiaque, et il décède. 2 jours après, l'assistante sociale m'appelle, et elle m'annonce son décès. Imaginez que, comme les Gaulois, le ciel m'est tombé sur la tête, je n'arrivais pas à pouvoir concevoir qu'il soit parti. Et il est mort à cause de ses 17 ans de rue, et ce qui nous nuit, et Fatia, tu es bien placé pour le savoir, ce qui nuit aux actions humanitaires, et c'est un ami qui m'avait dit à l'époque, qui m'avait coaché quand j'ai tout abandonné pour me lancer dans l'humanitaire, il m'avait dit, Jean-Marc, il faut que tu aies conscience de ton pire ennemi. Il m'avait dit, je te donne 1 semaine pour identifier ton pire ennemi. Au bout d'1 semaine, je suis revenu, j'ai dit, pour faire de l'action humanitaire, j'ai pas trouvé mon pire ennemi. Et après, il me dit, Jean-Marc, ton pire ennemi. Et quand il va me dire ce mot, j'ai tout compris. Et Thomas qui est là, qui est chanteur, en quelques mots, il va chanter ce mot. Mon pire ennemi, c'est l'indifférence. L'agneau, il est le loup. L'indifférence. Il y en a plein qui passent devant eux. L'indifférence. Elle est à toi et dans le cœur. C'est tout. Voilà, donc je voulais vous dire qu'il y a des gens qui meurent dans la rue, qui vont mourir encore cet hiver à la rue, dans la plus grande indifférence. Alors, qu'on soit croyant ou pas, on va faire un hommage au mois de décembre à Jean-Claude, encore une fois, et à tous ceux qui meurent dans la plus complète indifférence, sur un trottoir, voire on l'a vu à Valence, sur le parvis d'une église, et on va faire une messe en hommage à tous ceux qui partent, quelle que soit leur confession, qu'ils soient croyants ou non, quelle que soit leur couleur de peau. On va réunir les Lyonnais et tous ceux qui voudront venir pour qu'on puisse rendre hommage et avoir une pensée, dire les noms de ces personnes qui meurent à la rue. Cet hiver, des personnes peuvent mourir à la rue dans l'indifférence de nos politiques. On a démontré avec Soria Cassi, qui est présidente de l'association de tous les squats et des migrants. On vient de faire la preuve, notamment à Villeurbanne, qu'il y a plein d'espaces inoccupés qu'on peut réquisitionner. Et à gauche, à droite, de partout, la clinique du Tonkin qui pourrait être réquisitionnée, qui est murée actuellement. La clinique du Grand Large, pareil. Des entrepôts, des commerces qui sont fermés. Qu'on réquisitionne pour 2 ou 3 mois, au moins qu'on passe l'hiver
dans un abri. Même pas besoin de chauffage, parce que un sans-abri de famille qui est vraiment à la rue. Et je pense, au moment où je vous parle, à Rosa, et là je m'adresse à Dominique, on peut filmer Dominique qui est là à la caméra, Dominique qui suit avec moi, Rosa, avec Diego, avec Sébastien, cette famille albanaise, on a réussi, on se bat pour eux, mais imaginez que cette famille avec les 2 jeunes enfants qui sont scolarisés dorment sous une toile de tente à la part Dieu. Et l'hiver commence. On n'a pas trouvé de famille d'accueil. Imaginez qu'ils ont été convoqués au tribunal des demandeurs d'asile. Ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas de toit. Et où c'est qu'on les envoie? Où c'est qu'on les convoque? À Paris. À Paris. Et j'ai mandaté Yvette, qu'on peut saluer aussi. Yvette, notre ambassadrice bénévole, qui a accompagné Rosa pour défendre sa cause. Il y a quelque chose, mesdames et messieurs les élus, il y a une campagne qui commence. Il serait temps d'ouvrir les yeux. Au lieu de faire des promesses, moi je vous propose de nous mettre au travail. Je m'adresse à l'Élysée et je sais que j'ai une oreille attentive. On a été accueillis à l'Élysée par une personne extrêmement écoutante. Et Thomas, tu es bien placé pour le savoir. Tu peux filmer Thomas. Voilà, donc cette personne a tout à fait compris la pertinence de notre action et nous a fait une promesse de voir prochainement M. Macron, parce que tant que je ne serai pas reçu par M. Macron, on ne fera pas bouger les lignes. Et nous, je suis dans une énergie positive. Au moment où certains se sont réfugiés, des fois pour une bonne cause, dans la violence, parce qu'il ne faut pas oublier que notre liberté de citoyen français, on l'a puisée dans le sang de la Révolution. On l'a puisée dans l'extrême violence, dans ces têtes qui sont tombées et toutes les atrocités qu'il y a eu. Et c'est sur cette base-là qu'est née la démocratie française. Ne l'oublions pas. Le message qu'il faut donner, c'est que arrêtons de nous faire la guerre, demandons aux élus d'arrêter de faire de la politique, de se retrousser les manches et donner les moyens à des gens comme moi, comme vous, qui ont des solutions. Moi, les solutions, le jour où le président de la République et même le pape et les autres, parce que je suis attendu au Vatican également, parce que je demande de partout. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va m'écouter, qui va me donner, et qui, avec mes équipes, avec ceux qui sont avec moi, on va changer positivement le monde. Et qu'est-ce qu'on a dit avec toi du Tohu-Bohu? C'est qu'on peut changer le monde, mais sans argent. On peut changer le monde sans argent. Parce que dès que les élus nous disent « Ah ouais, mais on va faire un truc, ça coûte de l'argent ». Non, moi je suis en train de vous proposer d'accueillir des gens, de les mettre à l'abri dans des locaux qui ne servent à rien pour le moment, qui serviront peut-être dans 6 mois, dans 2 ans, mais pour l'instant on les accueille. Et puis surtout, on va repeupler à l'échelle européenne ces personnes qui fuient une terre hostile. Moi je suis né en 1964. Dans mon berceau, j'étais bercé dans l'idée que la France était une terre d'asile. Ah oui, la terre d'asile. Qu'on était le pays des droits de l'homme. Ah bon? Alors c'était vrai en 1964, c'était encore vrai en 1974, c'était encore vrai en 1984, mais je crois que ce n'est plus vrai en 2019. Pourquoi? Parce que on est en train d'oublier l'essentiel, c'est qu'on oublie qu'on est tous terriens et qu'on doit se donner la main. Ces personnes qui fuient leur pays, et on a vu Roméo qui chantait, il a fui le Nigeria parce que bon, il était en insécurité, il a fui le Nigeria à 15 ans, imaginez, vous avez 15 ans, et vous quittez votre pays, vous arrivez, il débarque en France, il ne connaît personne, c'est compliqué tout seul, un gamin de 15 ans. Et en plus, c'est un grand chanteur, on va essayer de le révéler et de le régulariser. Voilà la situation en France. Et mesdames et messieurs qui m'écoutez, mesdames et messieurs les élus, si aujourd'hui, en 2019-2020, on n'est pas capable de résoudre avec le sourire le flux migratoire, nous allons vers un cataclysme humain. Je peux vous dire que j'ai été reçu par une sommité nationale. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de jours, je ne vous dirai pas son nom,
pour ne pas le mettre en défaut, mais il m'a dit, cette sommité que tout le monde connaît au niveau national et international, il m'a dit, mais Jean-Marc, quand je vois ce qui se passe notamment en Afrique, avec des naissances, des naissances, des naissances, des naissances, et le fait qu'il y a de moins en moins de choses à manger, et des violences, des violences, des violences, des violences, les gens tuent, des fois par idéologie, ces gens vont fuir de plus en plus, et comment on va faire? Alors moi je dis aussi, je suis un petit peu long, mais ça mérite d'être long. L'humanité a fait souvent les erreurs de refaire les mêmes bêtises. Qu'est-ce qui se passait autrefois? On a tous appris l'histoire. Il y avait les Huns qui nous ont envahis, il y avait les Vikings, les Romains, moi je suis un Gaulois, lyonnais, j'habitais Lugdunum, qui était un peu la capitale des Gaules. D'ailleurs, on parle du Prémat des Gaules. Et pour une fois, on faisait la pige au PSG. Lutèce, c'était plus loin. C'est-à-dire qu'on était plus proche de Rome, géographiquement parlant. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, autrefois? Ils envahissaient, et non pas gentiment, mais avec armes et fracas. Si on n'y prête pas attention et si on ne donne pas notre énergie du cœur, le flux migratoire qui est pacifique en ce moment ne le sera plus dans 10 ou 20 ans. Et pour arrêter cela, il faut que nous, Français, on puisse démontrer que non seulement on n'est plus Français, mais on est des terriens, qu'on laisse cette terre cultivée par ceux qui ont envie de la cultiver. Et excusez-moi, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrête, et c'est vraiment important. Je veux qu'on arrête de parler de migrants, je veux qu'on arrête de parler de sans-abri ou de demandeurs d'asile. On l'a vu ce soir, à la place de cela, il y a Roméo, Sansa Juliette, qui est un chanteur, il est du Nigeria, il a du talent. Je veux qu'on parle de Rosa, albanaise, maman albanaise, qui est dans la rue avec ses 2 enfants sous une toile de tente. Je vous ai parlé de Jean-Claude. Il y a Mohamed, il y a toutes les couleurs, on est dans la rue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser crever? On va fermer sa porte à double tour pour être tranquille chez soi? Imaginez qu'au moment où je vous parle, on revit la même situation que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des familles d'accueil, au moment où je vous parle, en France, sont en train de cacher des gens qui sont en situation irrégulière. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Donnez la main don de soi, je préside cette association, s'apprête prochainement à leur donner un titre, comme on parlait, et on parle toujours de juste. Je crois qu'aujourd'hui, en 2019 et en 2020, les justes sont de retour. Parce qu'il y a une injustice de plus en plus grandissante, et que moi et vous, on doit lutter positivement avec le sourire contre ces injustices. Et que chacun d'entre nous, souvent, on a un petit espace chez nous, à côté de chez nous, ou dans son entreprise. Imaginez qu'une grande association m'a appelé l'année dernière, alors qu'elle a des locaux pour distribuer, et elle m'a dit, cette grande association, j'ai une dame qui est bénévole dans cette grande association, M. Roffa, j'ai une maman et son bébé, là, on va fermer le local. Elle n'a nulle part pour aller. Ben, cette bénévole avait la solution sous les yeux. Elle avait un local avec les clés. Et bien, exceptionnellement, on loge cette personne dans le local et puis on reste à dormir avec cette personne-là. Résultat, patatrage, et Dominique qui est là, il est bien placé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débaroulé, j'ai pris la maman et le bébé et on lui a payé une nuit d'hôtel en attendant. C'est comme ça qu'on fait. Donc j'ai besoin maintenant de familles d'accueil pour nous aider à placer ces gens. Je vais terminer par un état de grâce. Imaginez qu'on va redemander à l'Élysée, je vais présenter, mon équipe, les filles étaient avec moi à l'Élysée, un truc de ouf, avec Jean Maune qui est maître verrier du vitrail Saint-Georges et avec Emmanuel qui est à Paris. On est parti dans un projet fou. Parce que quand Notre-Dame de Paris est partie en fumée,
quand j'ai vu cette flèche qui était en flammes, je me suis dit, Jean-Marc, il faut que je fasse quelque chose. On a fait des concerts, on vient de remettre 4 390 € à Musique Sacrée à Notre-Dame pour restaurer des orgues qui ont été massacrés dans l'incendie. Et imaginez qu'on a été la seule association en France à s'émouvoir pour les instruments, pour le côté culturel. Nous avons été les seuls. Les seuls. Vous voyez, je marque une pause. Eh bien, on va tirer de la rue un sans-abri, on va le former au métier du vitrail, on va lui donner au bout de 6 mois un diplôme. Pendant sa formation, on va lui donner un toit. À l'issue de son diplôme, il aura un boulot. Et pendant ces 6 mois, on demande à l'Élysée de lui permettre, avec l'équipe du Vitrail Saint-Georges, de restaurer un vitrail de Notre-Dame pour qu'un jour on offre à ce sans-abri la fierté de dire à sa famille, peut-être à ses enfants ou à ses amis, qui soient devant Notre-Dame et qui lèvent le doigt et qui disent « Tu vois, mon fils ou ma fille, ce vitrail qui est là-haut, c'est moi qui l'ai restauré. » On veut redonner de la fierté. Et je demande à Monsieur le Président de la République, ici dans ce théâtre humanitaire, de donner la priorité au chantier de Notre-Dame de Paris, aux sans-abri. Que les sans-abri se remettent par charité au travail sur le chantier. Alors bien sûr, on ne va pas mettre un cuisinier à la restauration de Notre-Dame. On va bien entendu s'adresser à des sans-abri qui ont des compétences pour se mettre au chantier. Et je vais vous donner l'une des mesures, je termine là-dessus, pour dire et répéter, et il est au courant, Monsieur le Président de la République, l'Élysée est au courant de cette proposition qui est très très simple. Il y a beaucoup de migrants, il y a beaucoup de sans-abri, et quand on appelle le 115, notamment le soir, où mon équipe est présente, en cet hiver, 100% d'échecs au 115. 100% d'échecs au 115. La demande que je fais avec Donner la main dans le soi, c'est un appel au 115, une patrouille vient identifier la situation, une patrouille vient. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on investisse sur des patrouilles et qu'on embauche. Mais qu'on embauche des experts. Et les experts, ce sont qui? Ce sont les sans-abri. Et notre proposition est très simple. Renforçons, mettons plus de patrouilles du 115 pour les migrants, pour les sans-abri, pour les demandeurs d'asile. Et que ce soit des pompiers de l'humanitaire, et on va résoudre le problème par problème. Il y a beaucoup de monde à la rue, et bien on va missionner ces gens qui sont à la rue, on va les sortir de la rue parce qu'on va leur donner une mission. Ce sont des experts parce qu'ils vont savoir où sont les planques, parce qu'ils savent où sont les planques, parce que nous, quand on passe, et il y a la Part-Dieu, il y a plein de planques à la Part-Dieu, vous regardez les commerces, et bien nous on regarde les planques, ils sont de partout, et dans le centre-ville de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de Strasbourg, de partout, ce sont les experts, ils vont les trouver. Et puis, quand ces sans-abri qui seront avec un blouson du 115 et qui seront vraiment en intervention, ils sauront si cette situation est d'urgence ou pas, si cette personne peut tenir ou pas, et de trouver une solution adaptée. Voilà, c'est très simple. On va embaucher les sans-abri et on va remonter. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les élus, vous avez vu quelques exemples. Maintenant, au travail. Au travail, et comme vous avez souvent la facilité de dire « Vive la France », eh bien moi je dirais, j'irais au-delà des propos politiques, vive les sans-abri. Luttons contre la misère. Merci à tous, j'ai beaucoup de peine. Et surtout, je termine sur l'indifférence. Et imaginez que cet hiver, que ce soit à Lyon, de partout, ou dans le monde, des gens vont s'asseoir dans la rue, vont se coucher, vivre de la chaleur, mais peut-être cet hiver être victimes du froid. Par fatigue, ils vont s'endormir, et par indifférence, ils vont oublier de vivre. Sauvons des vies. Tous ensemble. Sauvons des vies. Tout simplement. Moi, je voulais souligner quelque chose. J'ai pu aller voir le squat, qui est l'ancienne caserne des pompiers à Villeurbanne.
Voilà, par l'intermédiaire de Soraya Kassi, on a fait visiter ce squat. Donc vous avez un rez-de-chaussée, il y a des Albanais qui y vivent. Premier étage, vous avez des Nigérians qui sont là. Troisième étage, vous avez des Africains. Donc elle m'a fait visiter et là j'ai pu constater, puisque j'ai vu, j'étais là présente, des excréments de rats au rez-de-chaussée. Et on allait taper à une porte d'une famille albanaise, où j'étais très choquée. Ils vivaient dans un 15 mètres carrés, ils étaient 4, dans pas de chauffage bien évidemment. Et ce qui m'a choquée, c'était cette jeune fille, de l'âge de ma fille qui a 14 ans, qui était allongée sur un matelas et qui était déjà habillée pour aller à l'école le lendemain.